Nous sommes le 2 décembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal en français. D'abord les principaux titres. Les réfugiés burundais qui n'ont pas répondu favorable à l'appel de retourner au Bercail qu'avaient lancé le gouvernement burundais et tanzanien seront tous rassemblés dans le camp d'Onduta, une mesure que dénoncent les défenseurs des droits humains. Pendant cette période de 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes, certaines femmes burundaises réfugiées au Rwanda appellent leurs sœurs victimes de viol de prendre le courage entre les deux mains et dénoncer leurs bourreaux. Hors de nos frontières, nous allons revenir sur la guerre en Éthiopie. Après 4 semaines de combat entre l'armée fédérale éthiopienne et les combattants du Front de libération du peuple du Tigré, le Premier ministre Abiy Ahmed revendique la victoire. Les détails dans quelques poussières de secondes. Encore une fois bienvenue. Le gouvernement tanzanien a pris une décision que les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mutenderi et Nyarugusu doivent être réinstallés dans le camp d'Onduta. Une décision qui inquiète la coalition burundaise des défenseurs des droits humains œuvrant dans les camps des réfugiés CBDH Vicar parce que le camp d'Onduta a un problème d'insécurité. Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition, indique que tout cela est une pression pour contraindre les réfugiés burundais de rentrer. Il demande à ce pays voisin d'arrêter cette persécution des réfugiés burundais sur son sol. Les inquiétudes que nous avons sur cette décision prise par le gouvernement tanzanien est que le camp d'Onduta est en insécurité par rapport aux autres camps, c'est-à-dire par rapport au camp de Mutenderi et Nyarugusu. Même le rapport de Human Rights Watch sorti le lundi le 30 a montré que beaucoup de réfugiés qui ont été disparus, qui ont été enlevés, sont d'Onduta. C'est-à-dire que le camp d'Onduta est en insécurité par rapport aux autres camps. Aussi, deuxièmement, il y a aussi la manque de classe. Nous avons les inquiétudes de l'éducation, car là-bas à Onduta, il n'y a pas de classe qui peuvent accueillir tous les enfants qui viennent de Nyarugusu et Mutenderi. Les enfants sont nombreux, donc ces classes ne sont pas à mesure de les accueillir. Troisièmement, sont les maisons. Il n'y a pas de maisons qui peuvent aussi accueillir les réfugiés de ces deux camps. Parce que cette décision n'a pas bien étudié, car c'est depuis 2015, le DRC construisait des maisons, beaucoup de maisons en Onduta, mais à partir de l'an 2017, les autorités tanzaniennes ont ordonné de détruire ces maisons pour empêcher des réfugiés qui n'en ont pas de s'y installer. Quant à nous, nous trouvons qu'il y a un agenda caché derrière cette décision. Et l'agenda n'est qu'autre que de vouloir forcer les réfugiés burundais de rentrer. C'est pourquoi que nous demandons au gouvernement tanzanien de se saisir, de laisser tranquille aux réfugiés burundais, de ne pas continuer à les malmener, et aussi de laisser le choix aux réfugiés de choisir qu'ils peuvent rentrer ou pas. Page droit de l'homme pour continuer ce journal. Les violences faites aux femmes sont de plus en plus fréquentes car certaines victimes n'osent même pas dénoncer leurs bourreaux. Selon certaines Burundaises réfugiées au Rwanda qui s'exprimaient dans le cadre de s'associer au monde entier pendant cette période de 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Elles encouragent leurs sœurs burundaises de braver la peur et dénoncer les auteurs de violences faites aux femmes. Suivez. Abakenyezi bahohoterwa ni benshi naho tubaye turabibona ariko ahanini ni vya bindi vyo kwiyugara.
Dans notre voisinage, nous voyons plusieurs femmes victimes des violences. Souvent, elles ne veulent pas le dire, elles le cachent. Elles ont peur du qu'en dira-t-on. Or, si tu ne dénonces pas ce genre de violence, la situation s'aggrave. Si aujourd'hui il y a un accrochage et qu'on reste discret, demain ça peut être pire. Une femme peut se retrouver psychologiquement et émotionnellement dérangée. Elle s'enferme sur elle-même et personne ne sache ce qu'elles sont en train de vivre. Nous conseillons aux femmes victimes de viol d'oser dénoncer leur bourreau. C'est un crime puni par la loi. Il ne faut pas faire en sorte que le linge sale se lave en famille. Il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on si on dénonce celui qui a violé une fillette ou que je serai indiscrète si je dénonce les violences que mon mari m'a fait subir. Il faut mettre dehors tous ces problèmes qu'on peut rencontrer. Il faut les mettre dehors, il faut parler entre nous, ce qu'on peut rencontrer comme les violences sexuelles, juste pour, soit on peut te faire soigner physiquement ou mentalement, car si tu as été violé, tu dois être culpabilisé, tu dois être comme une personne qui se croit comme indifférente. Mais si tu vas mettre dehors le problème que tu as rencontré, ça va t'aider. Comment tu vas te prendre dans la société ou dans la famille, que c'est normal. Soit tu vas être traité physiquement ou mentalement. Comme ça, tu vas te prendre comme une personne comme tant d'autres. Par exemple, on peut d'abord affronter leur famille, si c'est une femme. On peut affronter la famille dans laquelle cette fille appartient, juste pour leur dire que c'est normal, que la vie va continuer, que ce n'est pas la fin du monde, qu'elle va même continuer son futur. Après cette transition, nous allons continuer ce journal. Il existe effectivement dans le code pénal burundais, c'est la loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017 qui en son sein réprimande les actes de violence basés sur le genre, mais aussi les violences à l'égard des femmes. L'article 558 parle sur les violences domestiques et l'article 559 aussi, il parle sur les violences à l'encontre des femmes. L'article 560 et suivant, il parle des violences domestiques, il parle des viols. Le même code, il garde une certaine... L'article 580 du code pénal burundais, il punit entre 20 et 30 ans et d'une amende de 50 000 francs burundais lorsque le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, lorsque l'auteur est porteur d'une arme. Joseph Bizimana est un rescapé des massacres de Minago dans la commune de Rumonge au sud du Burundi en 1972. Sa famille a été décimée par des assaillants à l'aide des armes blanches alors que lui était caché dans les branches d'un manguier. Ceux qui ont tenté de se sauver ont été tués et jetés dans la maison qui était en feu. Suivez. J'ai eu peur à cause de ces gens qui portaient des machettes, des lances et qui chantaient « Révolution, révolution, nous allons les exterminer ». Je ne pouvais pas rester tranquille, je ne savais pas ce que cela voulait réellement dire, mais je savais qu'il ne faisait pas allusion aux vaches. Et d'ailleurs, il y avait peu de propriétaires de vaches dans notre entourage. Ce n'était que nos vaches que je voyais dans notre zone par ailleurs. Je suis allé me cacher par peur. Je me suis demandé, ces gens qui agitent des machettes en scandant « Révolution, révolution, Michomberodi, Michomberodi », et s'ils sont venus m'attaquer à la machette?
Je suis monté sur le manguier. Mon petit frère est resté à l'intérieur de la maison. Tout le monde était à l'intérieur. J'ai entendu un bruit en bas de chez nous, chez un homme appelé Nagar. Ils étaient passés à la maison plus tôt avec sa nièce et nous avaient amené des bananes vertes. Nagar était un un percepteur d'impôts plutôt au marché de Minago. Il nous avait donc amené des bananes vertes et était retourné chez lui. Je les ai entendus défoncer les portes. Il a crié, un enfant a pleuré. J'entendais du bruit comme s'il tapait sur quelque chose. J'étais à haut sur le manguier. Je me suis agrippé sur les branches. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une voiture passer, mais sans s'arrêter. Une autre voiture s'est arrêtée plus loin. Juste après, j'ai vu 11 personnes venir chez nous. L'une d'entre elles a donné la directive aux autres de faire le tour de la maison. Ces gens tenaient des jerrycans qui contenaient un liquide dont ils ont aspergé la maison et la clôture. J'étais toujours caché dans le manguier. Ces hommes sont rentrés dans la maison, ils ont défoncé la porte. 2 enfants de mon grand frère sont sortis. Ils ont reçu 2 coups de machette et ont été jetés à l'intérieur de la maison qui prenait feu. Maman a couru, elle a été rattrapée et tuée. Papa a été tué près de l'endroit où on faisait du feu pour les vaches. Abana babiri barasohotse, abana ba mukuru wanje babakubita ibipanga babaterera mu nzira kwirashe. Mama ariruka, yirutse bamusanga haruguru bamwiciraho. Papa bamwicira iruhande y'igicaniro. L'intégralité de ce témoignage sera diffusée sur toutes les plateformes de la télévision Renaissance à partir de ce samedi 5 décembre 2020 dans la rubrique Parcours Ayonabonye. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 1 année et 44 jours d'incarcération. La Cour d'appel de Nahangwa a décidé leur maintien en prison vendredi 5 juin 2020. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et à une amende d'amélioration chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana ont été arrêtés à Mosigati en date du 22 octobre 2019 et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a revendiqué la victoire dans la guerre qu'il mène depuis un mois contre le pouvoir dissident de la région du Tigré. Le conflit pourrait s'enliser avec de lourdes conséquences pour l'Éthiopie. Les précisions avec Bertrand Ngendakuriyo. Pour le gouvernement fédéral, les opérations militaires ont été menées à bien et sont terminées depuis la prise annoncée de la capitale régionale Mekele samedi après 24 jours de conflit au cours desquels il affirme s'être progressivement rendu maître de la quasi-totalité du Tigré. Des restrictions de déplacement empêchent de vérifier sur le terrain les affirmations de l'un et l'autre camp. Le réseau de téléphonie mobile et Internet, coupé depuis le 4 novembre, a néanmoins été rétabli dans plusieurs localités de l'ouest du Tigré. Pour le moment, l'armée suit à la trace et garde dans sa ligne de mire les dirigeants du TPLF, localisé à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Mekele, a affirmé lundi Abiy Ahmed, premier ministre éthiopien. Mais le président du Tigré a accusé lundi M. Abiy de tenter de tromper la communauté internationale en faisant croire que tout est terminé et dit à l'AFP que des combats s'étaient poursuivis la veille au nord de Mekele. Le gouvernement maintient son objectif final, l'arrestation des dirigeants tigréens. Mais ces dirigeants tigréens ont affirmé à l'agence France Presse être déterminés à rester au Tigré pour affronter les envahisseurs, assurant disposer de forces armées conséquentes et d'artillerie lourde. Les combats ont déplacé hommes, femmes et enfants à l'intérieur du Tigré, tandis que quelques 45 500 personnes se sont réfugiées au Soudan voisin où les sites sont saturés et les arrivées continuent selon l'OHCR. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.